Messieurs, vous avez récemment fait un test de dépistage du cancer de la prostate ou vous pensez à le faire? En matière de cancer, vous gagnez à vous informer pour bien comprendre la situation. Regardons-y de plus près. Votre prostate est constituée de milliers de cellules. Un cancer de la prostate se développe lorsque des cellules normales se transforment et se multiplient de façon anarchique pour former une masse appelée tumeur maligne. Si vos résultats de dépistage sèment le doute, vous serez dirigé vers un urologue. Votre urologue voudra sans doute investiguer en pratiquant une biopsie, une courte intervention sous anesthésie locale. Il prélèvera des échantillons qui seront ensuite examinés au microscope. La biopsie précise l'agressivité des cellules cancéreuses selon une échelle appelée score de Gleason. Ce score est établi en fonction du pourcentage des échantillons touchés, de leur grade et du risque de progression du cancer. Selon les résultats, d'autres examens pourraient être nécessaires pour vérifier si le cancer s'est étendu à d'autres organes. Le stade du cancer, quant à lui, est établi en fonction de la taille de la tumeur et de sa propagation. Si la tumeur se trouve uniquement dans la prostate, on parle alors d'un cancer de la prostate localisé, de stade 1 ou 2. Un cancer de la prostate localement avancé, ou de stade 3, désigne un cancer qui a commencé à s'étendre au-delà de la prostate. Le cancer métastatique, ou de stade 4, indique un cancer qui s'est propagé ailleurs dans le corps, le plus souvent dans les ganglions lymphatiques et les os. Selon l'endroit où se trouve votre cancer, la vitesse à laquelle il se développe, votre âge et votre santé en général, vous pourriez être surveillé activement ou recevoir un traitement. Les principales options pour un cancer localisé ou localement avancé comprennent la chirurgie radicale de votre prostate ou la radiothérapie, en association ou non avec l'hormonothérapie. Ces traitements peuvent avoir des conséquences sur les fonctions urinaires, érectiles ou intestinales. Le risque et la durée de ces effets secondaires varient d'un homme à l'autre. Ils peuvent disparaître avec le temps ou être traités. Plus rarement, si le cancer s'est propagé vers d'autres régions du corps, une hormonothérapie standard et de nouvelle génération ou une chimiothérapie peuvent être offertes. Après un diagnostic de cancer, vous serez suivi par un spécialiste, comme un urologue, un radio-oncologue ou un oncologue, pendant plusieurs années. Votre taux d'APS sera mesuré de façon périodique, par une prise de sang, pour juger de la réponse du cancer au traitement. Si vous êtes atteint d'un cancer, vous gagnez à en apprendre le plus possible sur le type de cancer et sur les traitements, y compris les effets secondaires potentiels. Gardez en tête qu'un cancer détecté tôt peut souvent être guéri, ou du moins être contrôlé à long terme. Vous avez des inquiétudes ou des questions? Nous sommes là pour vous. Procure remercie les spécialistes, infirmières et patients pour leur aide dans la réalisation de cette capsule. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Procure en parle. Ici Winston McQuaid, porte-parole de Procure et votre maître de cérémonie. Comme l'information est le premier remède, c'est avec plaisir que nous vous remercions pour ce webinaire, le 6e webinaire. Et ceci diffère des autres webinaires sous forme de panel. Nous abordons l'impact avec traitement d'un cancer de la prostate sur le partenaire et le titre « Aider sans se brûler » et plus particulièrement sur l'intimité. Avant de débuter, nous tenons à remercier tous nos donateurs du fond du cœur, mais également la présentation officielle de ce webinaire, Industrie Alliance, et nos partenaires Atela, un des laboratoires très impliqués dans le traitement des cancers de la prostate plus avancés, de même que l'Association des urologues du Québec. Sans plus tarder, nous souhaitons le plus grand bienvenue à nos invités qui ont généreusement accepté de participer au panel, soit Marie-Claire Richer, Nathalie Martel et son conjoint, Serge Goupil, de même qu'à Pierre Goujon, sexologue et psychothérapeute. Merci infiniment. Et à vous tous. Et j'aimerais justement inviter chacun d'entre vous à faire un court témoignage d'introduction en lien avec le cancer de la prostate. Alors, bonsoir et bienvenue. Alors, ce court témoignage
sauf Pierre, évidemment, un court témoignage sur votre situation. Et voilà, c'est à vous de vous exprimer. Alors, Monsieur Goupil, peut-être, ou il y a aussi, Pierre, quels sont les plus grands défis auxquels font face les couples lorsque l'on parle du cancer de la prostate? Alors, j'aimerais ça vous faire un tout petit court témoignage sur votre situation. On vous écoute. Nico. Qui nous donne le goût de vivre avec ça. Est-ce que vous nous entendez? Je m'excuse. Maintenant, oui. OK. Désolée. Vas-y, continue. Excusez-moi. OK, je vais répéter. Moi, je suis un homme de 60 ans et j'ai reçu le diagnostic du cancer de la prostate. J'avais 50 ans. Et apparemment, ça faisait déjà quelques années que je l'avais. On m'a diagnostiqué un cancer de la prostate agressif. Et le plus grand défi pour moi, c'est d'accepter de vivre avec le cancer de la prostate. Ça, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais avec tout ce qu'ils nous disent par rapport au cancer de la prostate, c'est merveilleux, c'est beaucoup moins stressant, c'est beaucoup plus... On veut continuer à vivre là-dedans. Avec le cancer, moi, en tout cas, je suis suivi à la lettre. Et pour ce qui est de la sexualité avec Nathalie, ben, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on y arrive. J'ai une conjointe merveilleuse qui a accepté de vivre avec moi pour ça, avec ça. Donc, c'est à peu près ce que je pouvais dire, pas que ça soit trop long, mais si je peux en rajouter tantôt, il n'y aura pas de problème. Ça va me faire plaisir de vous en parler. On n'entend plus. Il y a des sons, là. Monsieur McQuaid, je pense que votre micro est fermé. Voilà. Alors, c'est à votre tour de nous raconter un petit peu qui vous êtes. Oui. Donc, Marie-Claire Richer, je suis l'épouse d'un homme qui a été diagnostiqué avec le cancer de la prostate à l'âge de 68 ans. Je suis en couple avec lui depuis une quarantaine d'années. Donc, il est certain que puis il y a un homme en forme, qui s'alimente bien. Donc, tout ça, là, vraiment, là, les premiers états, dans le fond d'âme qu'on a eu, c'était l'étonnement, tu sais, de dire, mais comment ça se fait que tu as le cancer de la prostate? Ensuite, c'est suivi d'autres sentiments, là, puis c'est sûr que la sexualité, l'intimité, c'est quelque chose qu'on ne pense pas. En tout cas, moi et mon conjoint, on n'a pas pensé tout de suite. Puis moi, en tant que conjointe, là, ça n'a pas été ça mon premier réflexe de penser à la sexualité, mais c'était vraiment, on était plus en phase de survie, si on peut dire, puis de dire, qu'est-ce qui va se passer? Puis je suis infirmière de formation, donc l'épouse est devenue l'infirmière, hein, parce que, bon, c'était le choix de traitement. Là, c'est sûr que c'était des éléments qu'on a discuté, l'impact sur la sexualité dans le choix de traitement, mais ça a été, donc c'est ça, dans les premiers, je dirais, les premiers mois, c'est un cancer qui en fait, où le taux de l'hormone prostatique était très basse, puis qui n'avait presque pas de symptômes, mon conjoint, mais finalement, il y avait un cancer assez agressif, là. Donc, on se pensais même pas que c'était pour être le cancer avant de faire la biopsie. Donc, ça a été vraiment le choc, l'étonnement. Puis, je dirais, les plus gros défis, ça a été vraiment pour moi, d'être positionnée en tant qu'épouse, puis pas en tant que soignante. Ouais. Donc, ça a été au début, je dirais, assez difficile, mais vous dites, Serge, en effet, c'est difficile, mais ça a été difficile pour moi aussi en tant que partenaire, là, épouse. Je peux très bien comprendre.
Ben, je vous remercie de ce bref témoignage. On en a pour un petit moment encore et on va demander à ce moment-ci, en question d'ouverture, demander à Pierre quels sont les plus grands défis auxquels font face les couples quand on parle de cancer de la prostate. Alors Pierre, on vous écoute. D'abord, on vous dit bonsoir et on vous écoute. Bien, bonsoir. Parmi les plus grands défis, je crois que Marie-Claire a vraiment mis le doigt dessus. C'est au début, on ne réalise pas l'impact sur la sexualité. On est juste assommé par le mot cancer. Et au niveau de notre société, au niveau de l'historique, tout le monde le sait, un diagnostic de cancer, c'est un coup de poing dans le ventre. Et on tombe automatiquement en mode survie. Tout le monde tombe en mode survie quand ils l'entendent. Et après ça vient la notion de, potentiellement, je peux passer au travers de tout ça et la vie va continuer après. Mais cette notion-là de possibilité de mourir, parce qu'il ne faut pas oublier que la sexualité, c'est une pulsion de vie. Si ce n'était pas la sexualité, aucun d'entre nous serait ici. OK? Comme mon grand-père s'amusait à me dire, tu ne monteras pas à tes parents à faire des enfants. En quelque part, cette pulsion-là, elle est là. Et quand on est en mode survie, on ne l'a pas, elle n'est pas là. Une fois qu'on passe au travers un petit peu, qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel, ou au minimum qu'on se dit que la lumière au bout du tunnel, ce n'est pas un train qui s'en vient, mais c'est bien la vie qui est dehors, à ce moment-là, ça réembarque. Et c'est là qu'on recommence. Et c'est là que cette pulsion de vie prend un petit peu plus de sens. Mais c'est certain que ça a un impact sur comment que le couple se perçoit, surtout comment que l'homme se perçoit lui-même. Parce que l'idée de potentiellement avoir des troubles érectiles jusqu'à la fin de ses jours, c'est pas une prise de conscience qui est facile à faire. Il y a des impacts physiques, oui, on le sait, mais il y a des impacts psychologiques qui viennent avec. Cette notion-là de la masculinité, même si on a beau assez dire que ça représente la force, c'est quelque chose de très fragile. Depuis tout le temps, l'homme associé à sa masculinité, justement, à sa virilité, à sa capacité à avoir des bonnes érections. Et, non. C'est beaucoup plus que ça, mais il faut découvrir le plus que ça. Sinon, on ne passe pas au travers. L'avantage, je crois, des derniers 40 ou 50 ans, c'est que la définition de la masculinité, en tout cas au Québec, a changé. C'est plus l'image du père pourvoyeur, de l'homme fort et viril qui contrôle tout, a disparu un petit peu, a quand même baissé. Et ça fait en sorte que l'idée de pouvoir avoir cette fragilité-là, d'avoir je ne veux pas dire cette faiblesse-là, parce que ce n'est pas une faiblesse, mais d'avoir ce contact-là avec ses émotions, puis être capable de ressentir cette crainte-là, fait en sorte que ça aide. Ce qui va arriver plus tard, c'est l'importance du dialogue pour être capable d'en parler. Et à ce niveau-là, à partir du moment où il y a un dialogue, c'est là où l'impact sur la conjointe ou le conjoint, dans certains cas, de pouvoir partager avec l'homme ce qu'ils vivent et être capable de transférer, de tourner un petit peu leur façon de voir leur sexualité. Il devient important d'avoir une modification de la vision de l'amant, OK? Mais il devient aussi important d'avoir une modification des attentes face à l'amant. Parce que c'est pas... Si on reste dans le vieux pattern, si on reste dans comment ça fonctionnait avant, si les attentes restent les mêmes, c'est sûr et certain que ça va se scléroser et ça peut mourir. La sexualité peut venir qu'à mourir. Un couple, c'est plus que de la sexualité. L'exemple que je donne tout le temps, c'est qu'une sexualité qui va bien dans un couple, ça ne prend pas de place. Ça fait partie d'un tout et ça ne prend pas de place. Mais une sexualité qui va mal dans un couple, ça prend toute la place. Il y a toujours quelque chose qui fait référence
à la sexualité, il y a toujours quelque chose qui fait émerger les sentiments et ça vient qu'à compliquer toutes les interactions à ce niveau-là. Donc, d'être capable de, tranquillement, pas vite, à titre d'homme ayant souffert d'un cancer de prostate, ayant eu les répercussions qui viennent avec, et aussi en tant que conjointe d'un homme qui a les répercussions. Et là, c'est là qu'on arrive au défi de modifier l'approche, de modifier comment est-ce qu'on avance, d'aller plus large que simplement la sexualité brute. Et là, j'amène la notion qu'un couple, c'est plus que sa sexualité. Un couple, c'est du désir sexuel, oui, c'est du désir romantique et c'est de l'attachement. Et d'être capable de conjuguer les trois ensemble, c'est quand même le moyen d'être capable d'avancer vers comme de l'autre côté de simplement la sexualité brute. Là, je suis en train de perdre mon idée. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a une question? Parce que là, je change, je me perds. Est-ce qu'il y a une question? Là, je pense qu'on doit parler de l'impact des traitements de l'identité de l'homme, estime de soi, image de soi, l'importance des érections, la notion de virilité aussi. Ça, vous le dites, là, ça a changé au Québec, ça. Ça, à ce niveau-là, oui. Il y a eu plein de bons côtés le féminisme des années 70 et 80, et un de ces bons côtés-là a été la vision de c'est quoi l'homme. Ouais. OK? Là, l'homme puissant, l'homme qui se définit par sa sexualité, est un petit peu moins présent. Est un petit peu moins là. La masculinité toxique a débarqué un petit peu, et heureusement, les hommes qui sont dans le groupe d'âge pour avoir un cancer de la prostate sont du groupe d'âge qui ont traversé cette période-là et qui ont pris les acquis culturels qui venaient avec. Fait que donc, à ce niveau-là, d'arriver avec une image de soi, de dire, OK, ma sexualité n'est pas ce qu'elle était. Ma capacité sexuelle n'est pas ce qu'elle était. Je ne suis pas moins un homme. À la base, moi, quand je faisais mes études, j'ai travaillé pendant longtemps avec les blessés médulaires, avec les paraplégiques et les tétraplégiques. Ouais. Et les hommes paraplégiques et tétraplégiques ont aussi un problème au niveau de leur capacité érectile et ont eux aussi à redéfinir c'est quoi leur sexualité, c'est quoi leur masculinité. Et il y a moyen, à titre d'homme, de découvrir qu'il y a autre chose que son pénis. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas une capacité à avoir un orgasme, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la capacité à avoir du plaisir. Tout ça reste là. Mm-hmm. Tout fonctionne. À ce niveau-là, les craintes par rapport à la virilité au début, dans les premiers défis, cette crainte-là finit par s'estomper à partir du moment où on peut concevoir que la notion de plaisir, la notion d'orgasme, la notion d'être capable de donner du plaisir à quelqu'un reste. Pas de la même manière, pas de la même façon, pas dans le même contexte, mais cette capacité-là, elle reste, elle est encore là. Mm-hmm. Et à partir du moment où on comprend le concept qu'il y aura un apprentissage, et chose que je faisais à l'époque où je travaillais en recherche avec les blessés médulaires, c'était justement qu'il existe des moyens d'avoir une rééducation sexuelle après pour être capable de s'assurer qu'on prend les capacités qui restent, on les maximise, on dédramatise les limitations, parce que ce bout-là est très important, et on s'assure qu'on est capable de verbaliser les bouts qui accrochent pour être capable de les surmonter. Et ça, c'est le bout le plus important. Tous les doutes par rapport à la masculinité, tous les doutes par rapport à la virilité ont besoin d'être adressés verbalement, sinon le couple va stagner. Ouais. Il est certain qu'un couple qui, avant, n'avait pas une habitude de communiquer, un couple qui potentiellement allait déjà mal avant, ben, c'est un choc de plus
c'est un stress de plus, ça ne va pas sauver le couple. Ça, c'est l'équivalent d'un jeune couple qui dit notre couple va horriblement mal, mais on va faire un enfant. Ça va nous rapprocher. OK? Oh, génial. C'est pas génial et c'est assurément pas la façon d'opérer. On va s'assurer qu'on rajoute un petit être totalement dépendant, puis on va être carencé en sommeil en plus. C'est sûr que ça va régler nos problèmes. Mais un couple qui allait mal avant et qui arrive confronté à un choc comme ça, parce qu'un diagnostic de cancer, c'est un choc. Ça rentre dans la catégorie trauma. Là. OK? C'est certain que si avant il allait déjà mal, ça peut être la goutte qui va faire déborder le vase. Ça, c'est clair. Mais à partir du moment où il n'était pas déjà en perdition, il n'était pas déjà à la limite d'aller mal, s'ils établissent un dialogue, le plus gros défi, c'est d'établir le dialogue. C'est d'être capable d'en parler. C'est pas secret. Il y a des bouts que je gardais pour la deuxième intervention tout à l'heure, de la deuxième question, mais le bout important, c'est que le meilleur moyen de faire en sorte que quelque chose qui va mal continue à aller mal, c'est de l'ignorer. La seconde où on en parle, la seconde où on met des mots dessus, la seconde où on est capable d'éclairer ça, on réalise que le monstre dans le garde-robe, c'est rien d'autre qu'un imperméable, puis un manteau, puis un chapeau sur sa tablette. Mais pour ça, il faut l'éclairer. C'est ça. Écoute, Pierre, il y a un impact aussi qui est considérable sur la partenaire et sur le deuil, son deuil à elle de la sexualité comme avant, en plus de son nouveau rôle comme aidante, parce que c'est ce qu'elle devient d'une certaine façon. Oui, ça à ce niveau-là, effectivement, le rôle d'aidante, bon, certaines personnes s'y adaptent plus facilement que d'autres, mais le rôle d'aidante peut malheureusement avoir un effet hyper négatif sur la sexualité, dans le sens où, à partir du moment où on devient aidante, il devient plus difficile d'érotiser l'autre. La notion de je prends soin de quelqu'un, je suis là pour la personne, mais la personne devient la personne à aider, pas la personne que l'on désire. D'un point de vue sexuel. On peut adorer la personne, on peut avoir un attachement sans borne pour la personne, mais il y a un côté plus je prends soin de toi, je te prends en charge, qui peut malheureusement pour certaines personnes devenir un petit peu infantilisant. Ouais. OK? Mais pendant le traitement, dans les moments où l'homme est plus physiquement amoindri à cause de l'impact du traitement, ça peut être pertinent d'avoir quelqu'un qui est là pour s'en occuper. Mais une fois stabilisé, il est important, ça c'est un enjeu qui est primaire, c'est d'être capable de se retirer du rôle d'aidante comme si la personne qui était devant nous était en danger de mort et redevenir la conjointe. J'aimerais ça, Pierre, entendre peut-être Nathalie et Marie-Claire là-dessus. Est-ce que Marie-Claire se voudrait prendre la parole, s'il vous plaît? Mais je laisserai peut-être Nathalie. Est-ce que Nathalie veut peut-être? Puis après ça, oui, parce que moi, j'avais des choses que je voulais... D'accord. Alors, Nathalie? Oui, ben en fait, moi, c'est un peu différent de Marie-Claire. Moi, j'ai connu Serge il y a 8 ans. Donc, il était déjà dans le cancer. Il était en processus de son 2e avis de changement de médecin et d'un autre diagnostic complètement différent, finalement. Donc, on s'est rencontrés au début. Donc, moi, ça fait pas... on n'a pas eu de sexualité depuis 40 ans. Là. On avait nos anciens partenaires, c'est tout. Là. Donc, moi, Serge a mis carte sur table. Dès qu'on s'est rencontrés, il a tout dit. Moi, j'ai tout dit ce que j'avais à dire de mon côté. Nous, la chimie, ça a été tout de suite. Là. C'est comme un coup de foudre, un coup de cœur, ça paf. Là. Donc, moi, j'ai accepté tout ça. J'ai dit, let's go. Le train passe, puis il y a le bonheur dedans. Fait que moi, je suis rentrée là-dedans. Je me suis embarquée avec Serge. M'embarquer, c'est une façon de parler. J'ai embarqué dans le train, comme je dis souvent. Et moi, ce n'est pas mon plus grand défi, la sexualité, je vais vous dire. C'est vraiment pas ça. Il y en a peut-être qui vont dire, ben voyons donc, elle n'a pas... mais
Parce qu'il y a d'autres choses. La sexualité, on le dit souvent, c'est pas juste un pénis en érection, c'est d'autres choses. Il y a tellement, je vais dire les vrais mots, là, mon chum, il a 2 mains, il a une bouche, il y a la passion du cœur. Je peux avoir des orgasmes encore, là, c'est pas... Moi, ma vie sexuelle est différente. Ouais. On en a une. Mon chum, c'est un colleux, on est très cajoleux. Fait que moi, mon défi, au début, c'était un peu ça, mais ça passe assez vite, là. Je l'aime tellement. Moi, mon défi, c'est plus de le supporter pour pas qu'il y ait des downs, puis je vais devenir aidante plus tard, peut-être, on ne le sait pas. Ouais. Mais moi, je suis là pour le supporter, je l'aime, c'est mon partenaire de vie. On a des projets. Ce qu'elle fait très bien. Ce qu'elle fait très bien, elle supporte bien. C'est ça, fait que c'est pour ça que je veux dire aux hommes qui n'ont pas de conjointe, ils peuvent avoir une vie avec une autre femme. C'est sûr que c'est ça, c'est ma vie à moi, c'est mon quotidien à moi. Il y a d'autres que c'est différent, là, mais moi... C'est clair qu'il y a d'une certaine façon, c'est pas nécessaire, c'est pas idéal non plus pour certains ou certaines, qu'il y ait pénétration. Il n'y a pas que la pénétration dans... Tu sais, il y a 1000 autres possibilités, là. Ben, beaucoup, là, mais enfin, il y a d'autres possibilités pour se satisfaire, s'érotiser d'une certaine façon aussi. Oui. Je ne sais pas. Est-ce que Marie-Christine, pas Marie-Christine, mais Marie-Claire, excuse-moi. Oui, mais je trouve ça intéressant, Nathalie, que ce que tu dis par rapport à, tu dis, bien, on s'est rencontrés, puis ça a été mis sur la table tout de suite parce que c'était votre réalité, mais pour moi, parce que je m'excuse, je suis au bureau, puis il ferme la lumière, puis il pense que je devrais partir. Donc, pour moi, c'est différent parce que, justement, on était ensemble depuis plusieurs années, là. C'est l'amour de ma vie, là, mon mari. Puis, donc, le dialogue, je voulais revenir sur ça. Ce que vous disiez, Pierre, c'était que l'importance du dialogue. Puis le dialogue, en lien avec la sexualité, l'intimité, quand tu es un couple, puis ça fait longtemps que tu es ensemble, c'est léger. Tu sais, c'est un dialogue qui est léger, c'est frivole. Nous, on rit beaucoup, on est des partenaires là, où on a beaucoup de plaisir. Puis, à un moment donné, avec le cancer, quand on doit reparler de sexualité, mais ce n'est pas le même type de dialogue qu'on doit avoir. Ça devient sérieux. Sérieux dans le sens de dire, OK, bon, voici l'impact, surtout au moment du diagnostic, du choix de traitement, puis ensuite de la période après. Mon mari a eu une prostatectomie, donc après sa chirurgie, on en a reparlé, mais là, on était dans une discussion plus... il faut juste se remettre dans une discussion un peu plus sérieuse. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais donc cette discussion qui était beaucoup plus légère a passé à un moment donné pour revenir à dire, bon, là, OK, bien, c'est quoi la réalité? Qu'est-ce qu'on vit? Comment on va faire face à ça? Bien là, on a retrouvé cette légèreté-là après, là, tu sais, mais il y a un bout de temps, c'était difficile parce que justement, c'était pas un enjeu avant, puis avoir une vie sexuelle très, très épanouie, puis fait que ça, moi, j'ai trouvé ça, l'importance du dialogue, oui, mais de savoir que ça va changer, tu sais. Il faut changer le ton à un moment donné, puis après ça, tu reviens. Mais ça, moi, j'ai trouvé ça un challenge parce qu'on n'avait pas cette habitude de parler plus sérieusement ou parler des défis en lien avec la sexualité. Parce qu'il n'y en avait pas de défis avant, tu sais. Mais là, il y a des défis par rapport à ça. Donc, mais Marie-Claire, vous amenez quelque chose d'intéressant, c'est que c'est devenu sérieux, mais c'est devenu sérieux pour une période de transition. Oui, tout à fait. Oui. Une fois la période de transition faite, ça redevient léger. Oui, tout à fait. Fait que là, on a retrouvé une façon d'en discuter qui ressemblait plus à quand on s'est rencontrés. Tu sais, quand tu te rencontres, les premières expériences que tu as avec quelqu'un, tu sais, que tu rencontres, bien,
En tout cas, pour moi, là, pour nous, c'était plus frivole, rigolo. Fait qu'on est revenu à ça, mais là, on est peut-être dans la phase plus dans les solutions, là, mais, oui, mais il fallait s'arrêter puis en discuter. Puis même, moi, ça fait des années que je suis infirmière. Est-ce que j'ai pensé aller voir un sexologue pendant ce temps-là? Mais même pas. Très peu de ressources, là, puis c'est pour ça que quand j'ai appris l'existence de Procure, là, j'étais quand même, là, je me suis dit, wow, avoir su. Mais c'est ça, j'ai même pas eu c'était quelque chose d'intime, puis fait que, ouais. Est-ce que la consultation, Pierre, avec un sexologue est quelque chose que vous recommandez? Dans la période de transition, ça peut être utile. C'est pas obligatoire. Ouais. Il y a des couples, comme je prends l'exemple de Marie-Claire, qui est vraiment bon. Ils semblent avoir compris que c'est devenu sérieux pour un petit bout de temps. Ouais. Il y avait des ajustements à faire. Ils ont réappris à être amant-maîtresse. C'est comme si, au niveau de la sexualité, c'est comme s'ils recommençaient un nouveau couple. Ouais. Tout le reste était là. Il y avait un historique, il y avait un bagage. Si jamais je me trompe, vous pouvez me corriger, Marie-Claire. Mais l'image que j'en ai, et c'est souvent ça, c'est que tout le bagage émotionnel au niveau de l'attachement, au niveau même du désir romantique, reste le même. L'expression du désir sexuel étant donné qu'il y a besoin d'y avoir une adaptation, il y a cette période de transition-là et on redevient amant-maîtresse et on recommence comme à zéro une sexualité. Ouais. C'est comme être avec un nouveau partenaire tout en étant avec le même. Oui, puis avec le volet de l'intimité, qui est beaucoup plus important. Mais c'est ce que disait Nathalie tantôt, le volet de l'intimité est très important. Puis ça se transforme. Ben moi, étant dans un couple depuis plusieurs années, là, de toute façon, ça se transforme, la sexualité, au fil des années. Puis tu te retrouves en tout cas, ça s'adapte selon les âges, pour les femmes avant ménopause, après ménopause. Ah oui. Il y a des différences, fait qu'on s'adapte parce que le côté de la femme est important, c'est pour ça qu'on est là pour en parler, mais c'est ça, mais la femme la conjointe doit aussi se remettre en question sur faire le deuil d'une certaine sexualité, hein? Puis de dire, ben OK, ben là, on est dans d'autres choses. Fait que c'est ça le sérieux, c'est dans cette période de deuil-là où il faut en parler, en discuter ouvertement. Mais quand tu n'es pas habitué à cette discussion qui est plus au niveau plus... on peut parler c'est d'une ça. dynamique aussi, on peut parler d'une dynamique. Oui, c'est ça. Cette période de transition n'est pas... Bon, ça peut prendre 6 mois pour certains, ça peut prendre 3 pour d'autres, ça peut prendre 1 an pour... Je veux dire, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon, Pierre, non? Effectivement, et c'est pas tout le monde qui le font aussi facilement. Certains couples peuvent stagner à cette période-là et jamais en sortir. D'autres, c'est comme ils vont s'adapter en... Nathalie, entre autres, là, qui, elle aussi, a dû s'adapter. Et M. Goupil, c'est la même chose. Tout le monde doit, en principe, s'adapter et être d'accord avec ce processus. Oui. Mais dans ce que j'en... Excuse-moi, Nathalie. Non, je voulais juste dire que ça a été plus long pour Serge que pour moi, cette adaptation-là. Moi, j'ai une capacité de dédramatiser plus que Serge, mais là, c'est correct, là, mais ça a été plus long de son côté, de perdre sa masculinité. Puis, ça a été très dur, ça. Moi, je le désire encore, je le trouve séduisant. Puis, en fait, c'est beaucoup de communication. Il faut parler. Oui. Ça, on n'a pas de problème avec mais ça. Comme vous dit M. Goujon tantôt, c'est énorme de perdre notre sexualité là, quand on a un cancer agressif. C'est zéro open bar. C'était zéro open bar pour moi. C'était fini, la sexualité. C'était pas évident. Puis, côté psychologique, c'est pas évident non plus. Non, et pendant le traitement, au moment du diagnostic et pendant le traitement, ça fait partie, je crois, d'un instinct que de mettre ça de côté et de ne pas y penser.
Fait à ce moment-là, c'est juste... L'exemple que je donne souvent, c'est au niveau des les femmes qui ont un accident et qui deviennent paraplégiques. Mm-hmm. Les menstruations arrêtent de 6 mois à 1 an. Alors que les menstruations, ce n'est pas neurologique, c'est hormonal. Ça n'a aucun rapport. Mais le corps tombant en état de survie, c'est ça. Il se ferme. Et quand on a un diagnostic de cancer, quand on commence à faire un traitement, le corps, nos réflexes embarquent et on tombe en état de survie. Et c'est le moment où toutes ces affaires-là, on met ça de côté et on n'y pense pas. Et c'est une fois que cet état d'alerte-là tombe que là, ça revient et c'est là que le processus de deuil commence. Dans ce que Nathalie amenait tout à l'heure, que j'ai trouvé intéressant, elle dit, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble, c'est ça? Oui. C'est ça. Et pour Nathalie, fort probablement, le deuil du Serge d'avant le cancer n'est pas à la hauteur de Serge, le deuil qu'il a à faire du Serge avant le cancer. Exact. Oui. Fait que pour elle, c'était une adaptation comme on s'adapte à un nouvel amant, comme on s'adapte à une nouvelle personne avec qui on est. Elle est rentrée dans la relation en connaissance de cause et s'est épanouie dedans. La transition du avant au après a été probablement moins grande, moins difficile à faire. Marie-Claire, qui, elle, avait une relation depuis des années avant, a eu à faire cette transition-là. Ça ne s'est pas fait en 2 semaines, là, on va vous dire, hein? Assurément pas. Ça a pris du temps, là, ça a pris du temps, mais je pense que, tu sais, c'est le... Mais comme vous le disiez tantôt, Pierre, quand ça ne va pas bien dans un couple, ben ça ne va pas améliorer les choses. Quand tu as déjà une base solide dans un couple, tu es capable de dire que l'amour va vaincre tout, là, comme on dit, c'est un peu cliché, là, mais dans le fond, c'est ça. C'est que tu prends le temps, puis tu donnes le temps aussi. Puis on a beaucoup discuté, mon mari et moi, sur tout l'élément aussi de la masculinité, de la virilité, puis tout ça, là. Puis moi, je devais le rassurer, là, tu sais, mais c'est sûr que c'est, tu sais, moi, je l'entendais, là, puis c'était pas facile pour lui, là, tu sais. Mais là, moi, j'étais comme en soutien vis-à-vis de lui par rapport à ça, pour le rassurer, puis tout ça. Mais c'est pas facile, hein, parce que la femme aussi passe par ces... Voilà. On passe par des moments d'adaptation, mais tu sais, moi, je n'osais pas en parler beaucoup non plus avec mon mari parce que c'était lui, là, c'était lui qui était dans cette période-là. Donc, tu sais, on se met un peu de côté, mais ouais, fait que c'est pas... il peut devenir malaisant de partager ses états d'âme à quelqu'un qui est en train de traverser un cancer. Ben oui. Et souvent, ça fait en sorte que la personne ravale, et c'est après, une fois que la personne, on sent le partenaire en sécurité, entre guillemets, que là, ça commence à sortir. C'est un peu comme un éteignoir, hein? Je veux dire, la situation amène ça. Ça éteint quelque chose. Il faut le ranimer. Il faut trouver une façon de repartir, comme vous disiez tout à l'heure, Pierre, de repartir la machine. Maintenant, il faut avoir un désir pour partir la machine. Il faut, à un moment donné, que ce soit clair, qui entre en tout cas, en ce qui me concerne, il faut qu'il y ait du désir. Et s'il n'y a pas de désir, c'est doublement difficile de se remettre dans le contexte, de se remettre en condition de refaire l'amour. Oui, mais on part de la notion que si on prend un couple qui était déjà ensemble avant, on part de la notion qu'il y avait dans ce couple-là avant déjà un désir, il y avait déjà de l'amour, il y avait déjà un intérêt pour l'autre. Donc, d'être capable de réactiver cette partie-là, au début, ça devient un geste conscient, c'est peut-être pas la chose la plus romantique au monde, mais éventuellement, ça peut repartir. C'est sûr que d'être capable de provoquer des situations qui aident à ressentir le désir, qui aident à ressentir. Si je prends l'exemple du désir romantique qui nous fait aller vers l'autre,
le désir romantique vient avec un rush de dopamine dans notre cerveau. Fait que donc, toutes les activités qui font monter l'adrénaline et qui nous font avoir un petit rush de dopamine nous poussent vers l'autre, nous fait augmenter notre sentiment de désir romantique envers l'autre. Fait que donc, il y a moyen de le travailler pour être capable de refaire de la personne qui est devant nous notre objet de désir. Mais j'ai de la misère avec le mot objet en ce qui a trait de personne, là, mais devenir que la personne qui est devant nous devient la personne qui est désirée. Si on est conscient qu'on la désirait avant et qu'en ce moment, c'est juste qu'on est dans notre libido, notre sexualité, notre élan de désir est en pause, bien, il y a moyen d'être un petit peu plus patient avec nous-mêmes et d'accepter que ça a peut-être besoin d'être poussé un petit peu pour être capable de décoller. Il y a bien des gens qui pensent que ce n'est pas possible d'atteindre un orgasme sans érection pour un homme. Est-ce qu'on peut atteindre un orgasme? Eh bien, ils se trompent. C'est possible. Je ne veux pas dire que c'est facilement possible. C'est possible. Effectivement, il n'est pas obligé d'avoir un orgasme, d'avoir une érection pour avoir un orgasme. Ça, c'est clair. Le mécanisme de l'orgasme, ce n'est pas la même chose que le mécanisme de l'érection. Non, à ce niveau-là, il y a moyen d'en avoir pareil. La stimulation peut rester la même. Il n'y aura peut-être pas d'éjaculation ou dans certains cas, il peut y avoir des éjaculations baveuses, c'est-à-dire que la prostate n'étant pas là pour être capable de mettre le sperme sous pression pour être capable d'éjaculer, ou il n'y a pas, les vésicules séminales ne sont plus là, donc il n'y a plus de liquide. Mais l'orgasme reste là pareil. Là. Ouais. Mais je ne sais pas comment ça vous vous comportez tous les deux, là. Tu sais, je vous regarde, vous êtes bien beaux tous les deux, puis je suis convaincu que vous voulez mettre toutes les chances de votre bord, mais est-ce que ça fonctionne tout le temps ou ça fonctionne des fois, puis des fois on se décourage, puis après ça on est piteux pour un bout? Comment est-ce que vous repartez la machine quand à un moment donné il y a un petit échec qui arrive? Vas-y, tu voulais parler, vas-y. Ouais. Bien, d'échec, ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez dire par échec? Là, Tu sais, des fois, on n'atteint pas l'orgasme. Tu sais, je veux dire, ça, c'est le vieux cliché. Tu sais, bon, quelqu'un n'atteint pas l'orgasme, il va simuler l'orgasme, il va, tu sais, faire en sorte que l'autre personne ne soit pas déçue. On ne veut pas faire de la peine à l'autre. Tu sais. Ça prend une très grande dose de transparence et de volonté pour aller dans cette direction-là. Et moi, je vous admire si vous êtes capable de le faire. T'sais? Et c'est de ça qu'il faudrait convaincre les gens que c'est possible à la fois d'atteindre un orgasme pour un homme, et ce n'est pas nécessaire que ce soit tout le temps. Il y a beaucoup de satisfaction aussi à donner un orgasme à quelqu'un d'autre. Moi, je vous dirais que des orgasmes, j'en ai plus. Okay. J'en ai plus. C'est éteint, c'est mort, puis j'ai accepté ça, puis j'ai trouvé ça tellement dur que, comme je disais à M. Goujon tantôt, c'est mort. Mais je m'arrange toujours pour satisfaire Nathalie. C'est important. Mais on s'aime tellement que les caresses, les câlins, on s'embrasse tout le temps, on est toujours content d'être ensemble. Ça fait partie de notre sexualité qui est importante aussi. Oui, puis j'ai appris à percevoir son désir. Il m'a appris ça. Je te désire, Nathalie. C'est pas avec une érection que je te désire. Je te désire dans mes yeux. Je te désire physiquement. Je le sens. Quand il me regarde, je me sens belle. Quand je le sais, là, je le vois. Ça, c'est beaucoup d'apprentissage. Beaucoup. Mais maintenant, on y arrive. C'est ça. C'est pour ça les hommes là, qui n'ont pas de conjointe et qui veulent trouver quelqu'un, il faut trouver la bonne personne, c'est sûr. Il faut être franc. C'est important d'être franc. Et quand on rencontre quelqu'un, d'être franc et direct, de lui dire. Parce que si on ne fait pas ça, ben, je trouve pas ça honnête du tout. Là. Puis la personne qu'on connaît, on ne met pas les chances de notre côté. Là. Parce que Serge, son ancienne conjointe,
l'a laissé à cause de ça. À cause, quand j'avais le cancer de la prostate, elle a dit bonsoir la compagnie. Salut, c'est pas pour moi. Ouais. Donc, quand il s'est remis sur le marché, si on peut dire ça, il était un peu craintif. Mais c'est ça, c'est l'honnêteté, puis... On est récompensé par l'honnêteté. C'est Ouais, ça. ben voilà. Mais Nathalie, vous venez de dire quelque chose de très important. C'est la notion de c'est pas l'érection qui fait le désir. Non. Et c'est très important. Et des fois, on l'oublie. L'érection, c'est le sous-produit du désir et non la source du désir. Exact. Et que s'il n'y a pas d'érection, ça n'a aucun rapport avec la notion de désir. Si on s'entend, chez un homme qui n'a aucun problème au niveau de ses capacités érectiles, s'il n'y a pas d'érection, ça peut dénoter quelque chose. OK? Mais chez quelqu'un qui est clair que cette personne-là a des difficultés érectiles et il est clair qu'il y a une incapacité même érectile, ça n'a aucune instance. Le fait de ne pas avoir d'érection n'a aucun rapport. Le désir est le même. Même l'expression du désir peut prendre un autre chemin. Et cet autre chemin-là n'est pas mauvais. Tout à fait. Et le couple n'est pas plus malheureux pour ça, là. Ouais. Idéalement, quand c'est un couple bien établi qui est capable de dialoguer, non. Un couple qui ne l'est pas, oui. Exact. Et partons du principe qu'on veut arranger les choses. On veut avoir une sexualité et on prend des moyens pour avoir la sexualité qu'on peut et s'accomplir comme ça aussi. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie? On s'adapte à la sexualité que l'on peut, c'est ça? Ouais. Ben oui, tout à fait. Moi, il m'a mis carte sur table, puis j'ai dit, bon, ben, on y va comme ça. Moi, dans mes autres expériences, j'avais 50 ans quand je l'ai connu, Serge. Non, j'avais, en fait, peu importe. J'avais mon vécu, puis j'ai fait mes affaires, puis je suis rendue ailleurs, puis là, je le vois. C'est rare, les hommes. Moi, je souhaite aux femmes, je souhaite à bien des femmes d'avoir ce désir et ce regard-là, que, ben, c'est vrai. Il y a bien des femmes que les relations sexuelles avec pénétration, c'est pas satisfaisant. Ben, moi, je n'ai pas ce problème-là parce que j'ai autre chose. C'est difficile à expliquer, là, parce que moi, je vis ça comme ça, là, mais... Bien, souvent, oui. Ouais, c'est l'expression de l'amour, tu sais. Exact. C'est ça. Comment, tu sais, quand Serge, vous disiez, ben, puis tu sais, tu dis, ben, c'est comment qu'il me regarde, je le sais qu'il me désire, mais c'est l'expression de l'amour, tu sais, c'est ça, dans le fond. Mais il faut savoir être capable d'aller le chercher puis de le reconnaître. Fait que, tu sais, là, vous êtes comme un jeune couple. Ben, je ne peux pas dire jeune couple, ça fait 8 ans quand même. C'est plus long que bien du monde, là. Mais dans le fond, vous avez commencé votre couple avec cette réalité-là. Moi, ça faisait longtemps, mais ça fait longtemps que je suis avec mon chéri, là, mais tu sais, fait que ça veut dire que cette expression d'amour-là a changé, hein, parce que l'expression de l'amour, quand on a une relation sexuelle, c'est comme ça qu'on vient connecter, dans le fond, hein? C'est comme la connexion qu'on fait qui passe comme ça, d'autres façons aussi, mais là, disons que cette relation sexuelle comme elle était, ben, c'est plus la même chose, ça change. La sexualité change. Là, vous avez trouvé une façon, mais je pense que c'est l'expression de l'amour. C'est ça qui devient plus fort, dans le fond. Puis quand le conjoint a le cancer, puis là, tu te dis, peut-être que je vais le perdre, je ne pensais jamais. Tu sais, moi, là, dans ma tête, il est en pleine forme. Là, moi, j'allais mourir avant lui. Tu sais, je travaille trop, puis je fais... Tu sais, mais là, je le regardais, je disais, non, c'est bien, qu'est-ce qui arrive? Ça se peut pas, tu sais. Puis je pense que c'est ça. Fait qu'après ça, tu passes, puis ça part jamais parce que même si ça fait 5 ans, puis il n'y a pas de récidive, là, puis j'en suis bien heureuse, mais tu as toujours un spectre, hein, Donc, c'est ça, c'est passer proche de cette réalité-là, de la mort, d'être séparé de quelqu'un que tu aimes beaucoup, puis de dire, ben, fait que ça change, veux pas, tes liens
intime ou ton intimité avec la personne compte tenu du cancer de la prostate particulièrement, là, parce que ça touche à des fonctions sexuelles aussi, là. Mais c'est ça. Est-ce que c'est le même principe, Pierre, que quand on a un cancer testiculaire, est-ce qu'on est devant le même problème ou c'est complètement autre chose? Non, c'est similaire. C'est similaire. L'atteinte à la masculinité est pareille. Ça, c'est clair. Les capacités érectiles, dépendant du traitement, dépendant de la radiothérapie ou des choses comme ça, peuvent être affectées. Donc, il y a des répercussions qui sont très similaires. La seule différence, je crois, au niveau du cancer testiculaire, c'est que s'ils enlèvent les testicules, on peut toujours se recycler comme gardien de harem, là. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour ça, selon ce qu'on m'a dit. Non, je pose la question parce que Procure vient d'établir une association et passe au national avec ses informations maintenant concernant aussi un cancer testiculaire. Et plus ça va aller, plus on va parler de ça aussi. Alors, je ferme la parenthèse là-dessus, ne serait-ce que pour donner l'information aux gens qui sont avec nous aujourd'hui. Mais effectivement, tous les cancers qui touchent à la masculinité d'un point de vue sexuel ont des répercussions similaires en tout cas au minimum sur la psyché de l'homme. Ouais. OK, ça c'est clair. Mais il y a quelque chose que Marie-Claire a amené tantôt que je trouve important de ne pas oublier. C'est que là, on parle beaucoup des limitations de tout ce qu'on ne peut pas faire, mais il ne faut pas oublier qu'on retire de la sexualité l'aspect érection et relation coïtale. OK? Oui, faites-nous mais tout le reste de la sexualité fonctionne toujours. Toute la notion de préliminaire, toute la notion de tout ce qui tourne autour de la sexualité qui n'est pas obligatoirement préoccupé par l'érection fonctionne toujours. La satisfaction sexuelle en ce qui a trait aux relations, ça ne tourne pas juste autour de la capacité capable d'avoir une érection pour pouvoir pénétrer quelqu'un. C'est beaucoup plus large que ça. Tout le reste fonctionne pareil. Comme Nathalie disait tout à l'heure, les hommes qui ont le cancer de la prostate ont quand même des mains, ont quand même une bouche, ont quand même la capacité d'aller acheter un jouet. OK? Tout ça est encore là. C'est juste d'adapter la sexualité. Il y a le respect des limitations. Là, je rentre vraiment dans ce qui aurait été dans la troisième partie, là. Mais il y a le respect des limitations, mais il y a aussi le fait d'être capable d'exploiter au maximum les capacités qui restent. Ce bout-là est important. Mais Pierre, je ne suis pas convaincu que tout le monde est au même diapason quant à, par exemple, aller se satisfaire ou se procurer des jouets. Il y a des gens qui sont très timides par rapport à ça. Et, tu sais, là, on parle à des gens d'une certaine génération, des gens qui n'ont pas été nécessairement formés à ça. Je comprends très bien que c'est plus facile pour des gens qui sont plus jeunes. Tu sais, bon, mais quand tu prends de l'âge, tu es rendu à 70, 75, tu as encore des désirs. Puis malgré le fait que oui, tu as peut-être, oui, tu as eu une prostatectomie radicale, mais tout est possible quand on décide que ça va être possible. Mais ce n'est pas tout le monde qui nécessairement a ces envies-là. Non. Non, c'est vrai, monsieur. Oui, Serge? Oui, non, excusez-moi, M. McQuaid, mais je voulais répondre à ces questions-là parce que c'est absolument évident. C'est pas tout le temps évident, c'est pas toujours facile. Ça ne nous tente pas tout le temps, on dirait, d'arriver à ça. Puisqu'on parlait d'être faire plaisir. Parce que moi, je pense que la masculinité de l'homme étant ce qu'elle est aujourd'hui pour moi, c'est pas toujours évident. Fait que ça ne te tente pas toujours d'aller au sex shop, c'est ça. C'est ça plus. Oui, si on veut.
Excusez-moi. Ceci dit, Amazon vont en livrer un directement chez vous. Oui. Mais t'enlèves le fun, parce que c'est le fun d'aller au sex shop, de regarder tout ce qu'il y a là-dedans. Là. C'est quelque chose. Oui, mais là, je suis plus pour répondre à M. McQuaid c'est pas tout le monde qui a nécessairement l'élan pour y aller ou disons, l'ouverture pour y aller ou simplement, j'imagine, quand on est un personnage public, ça ne doit pas être évident de rentrer là. Encore drôle. Mais tant mieux. Je suis vraiment content pour vous. Une force d'attraction insoupçonnée. Sûrement. Non, je blague. Mais moi, je suis pour. Hein. Moi, je suis pour tout ce qui peut aider. Dans le sens où moi-même, j'ai été un consommateur de pilules. Je n'en aurais pas pour ne pas faire de publicité gratuite, là, mais j'avais un petit dosage par jour. Je fais ça pendant des années et ça me servait très bien. Mais il y a aussi d'autres types d'interventions qui sont possibles. Tu sais, il y a même des gens qui se font des extensions de pénis. Il y a des remplacements de pénis. Il y a tout ça. Il y a les tubes qu'on peut, tu sais. Alors, on a l'embarras du choix à un moment donné, mais il faut au départ que les deux soient d'accord pour aller dans cette direction-là. Et je me demande si, Pierre, tu as des trucs pour convaincre les gens qu'il faut y aller, puis qu'il faut tenter, puis qu'il faut explorer aussi. Hey, le truc, je crois à la base, il faut que la personne soit capable de recontacter son désir d'être une personne sexuelle et sexuée. Mm. Et ça, il y en a des fois qui vont mettre ça totalement de côté en disant, moi, cette période-là, elle est finie. Je veux plus ça. C'est bon. Jusqu'à un certain degré, il faut s'assurer que la personne n'est pas en réaction. OK? Il y a des gens qui vont vraiment prendre ça comme étant un signe de bon, ben là, je pense finalement, j'ai fait le tour et c'est fini. À ce niveau-là, si c'est vraiment assis sur leurs valeurs et c'est vraiment que jusqu'à un certain degré, ils peuvent. Mais généralement, s'ils ne sont pas en réaction, c'est d'être capable de recontacter ce désir-là, d'être capable d'être une personne sexuelle. L'idée, justement, le plaisir de sentir qu'on donne du plaisir à quelqu'un, c'est quelque chose que tant qu'on est capable de le ressentir, ça nourrit au niveau du coup. Mais qu'est-ce qui se passe si l'autre personne décide qu'elle, ça y tente plus? Mais toi, ça te tente encore, mais avec un gros handicap. Tu sais, tu ne peux pas performer comme tu l'as déjà fait. Donc, tu es comme, tu sais, pris dans un huis clos. Là, tu sais, on est comme... Mais ça dépend. Est-ce que vous amenez l'idée que l'autre personne, disons la conjointe, ne veut plus parce que la conjointe considère que sa vie sexuelle est derrière elle ou elle ne veut plus parce que le cancer l'a comme un petit peu traumatisé au niveau de sa relation à votre masculinité? Si c'est le cas, ce bout-là peut se travailler. De revoir l'autre, de revoir le conjoint comme étant un homme sexuel, ouais. Ça, ce bout-là, ça se travaille. Si de toute façon, le couple était sur la fin de sa sexualité et quasiment d'un commun accord avait décidé que c'était à peu près fini, il devenait un couple asexué, c'est plus difficile à ramener. Là. Bien sûr. Mais et aussi, il y a toujours le risque que la conjointe se sentant la proche aidante pendant tout le processus de traitement n'a pas été capable de réérotiser son conjoint. Ça, c'est ce que je disais tantôt. Ouais. Marie-Claire, est-ce que je peux avoir un éclaircissement de votre part là-dessus? Sur la capacité de redonner à quelqu'un qui est passé par par une espèce de blocus à cause de sa difficulté psychologique. Oui, puis après, Winston, c'est Marie-Christine. Allô tout le monde. J'aimerais commenter après Marie-Claire et tout le monde parce que j'ai quelques questions. Ah, d'accord. Alors, Marie-Claire, peux-tu me répondre là-dessus? Oui, donc, oui, tout à fait. Dans cette période où on devient proche aidant, hein, parce qu'il y a aussi toutes les émotions qui passent, hein, comme je disais tantôt, là, des émotions de tristesse,
moi, je me sentais impuissante, même si techniquement, puis dans ma connaissance, ben, je savais, là, j'avais les connaissances par rapport au cancer, je suis allée faire les recherches. J'ai travaillé auprès en oncologie, là, je connaissais très bien, mais sauf qu'on devient impuissant. Puis cette période-là, moi, je me disais, ben, je vais prendre mon rôle de proche aidante parce que je ne pouvais pas m'en empêcher, c'était dans moi. Mais après ça, là, ça l'a pris quand même du temps, 7-8 mois, là, avant que, bon, le traitement, qu'il soit revenu, qu'il soit rétabli, tout ça, qu'on débute les activités. Moi, c'est la première fois qu'on est allé jouer au golf ensemble. Pour moi, c'est bon, là, on retourne jouer au golf. C'était comme on est revenu dans notre routine. Puis là, je me suis dit, OK. Fait que là, mon rôle de proche aidante, je l'ai laissé, je l'ai mis de côté parce que là, il n'y en avait plus besoin par rapport à ça. Mm-hmm. Donc, mais c'est une période de temps. Bien, moi, j'ai été en mesure de le faire parce que en étant soignante, je suis soignante tout le temps. C'est mon travail, donc je suis capable de faire la part des choses aussi. C'est dans votre ADN. Oui, c'est ça. Fait que, mais je suis revenue, mais c'est une adaptation. Ça a pris du temps. Puis il y a peut-être des gens qui, après cette période-là, vont dire, des conjointes qui vont dire, ou des partenaires, hein, ça peut être des femmes ou des hommes, qui vont dire... ben là, je ne suis pas capable de me détacher de ça, puis je ne suis pas capable de rembarquer dans cette relation d'intimité. Ouais. Ça peut arriver pour nous, ça l'a pris un petit peu de temps. Là, on s'est donné là, quand même du temps. Ça prend de la patience. Mais ça prend de la patience, c'est ça. Puis ça prend il faut qu'on se remette, comme ça, comme un nouveau couple, on l'a dit tantôt, de se remettre, de dire, OK, bon, ben là, comment on va faire ça? Puis que... Fait que c'est ça. Fait que ça... Vas-y, Pierre. OK. Il ne faut pas sous-estimer la force du sentiment d'être utile quand on est proche aidant. OK? Et cette notion-là, c'est très valorisant. Et il peut y avoir des conjoints qui vont avoir de la difficulté à laisser aller ce rôle-là simplement parce qu'il est très valorisant. Ah. Je pense qu'il y a Marie-Christine qui voudrait embarquer dans la conversation. Elle a des questions pour nous autres. Alors, Marie-Christine, je te cède le micro. Puis, bonsoir Winston, et puis bonsoir évidemment là, à Serge, et puis Nathalie, et évidemment Marie-Claire. Je pense que j'ai une question un petit peu qui va casser le party. Mais elle est importante parce qu'on la reçoit souvent là, sur notre ligne 1855. Alors, mon conjoint me dit qu'il m'aime et que je peux avoir un amant parce que je ne suis pas capable de répondre à ses besoins, que je vais la respecter. Et puis, la conjointe dit carrément non, je ne suis pas intéressée. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que ça, c'est une question qu'on reçoit souvent sur notre ligne. Pour les hommes, tout particulièrement qui sont sous hormonothérapie. Je pense que Nathalie vient presque de s'étouffer, là. Oui, peut-être. Non, mais je suis désolée. Non, jamais. C'est de le tricher, en fait, c'est d'aller désirer une autre personne. C'est une intimité avec un autre homme. C'est comme si je le trahirais. Ah non, non. Je suis désolée, là. Moi, c'est pas ma tasse de thé, là. Je m'écroule. Non. Je sais pas, Marie-Claire, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton point de vue? Mais moi, ça... je vois pas ça non plus, tu sais. Je sais pas. Puis en même temps, il faut respecter les gens dans comment ils sont, là, tu sais, mais moi, c'est pas quelque chose que j'aurais considéré ou que... Parce que c'est comme si, à un moment donné, tu redéfinis qu'est-ce que ça veut dire, la sexualité, l'intimité.
Sinon, d'aller voir quelqu'un d'autre, non. C'était pas. Mais tu sais, tous les goûts sont dans la nature. Oui, mais c'est ça, je dis. On Il y peut a peut-être pas. pour les gens, ça serait peut-être ça. Tu sais, parce que Mais d'autres. Il y a le voyeurisme aussi qui est une possibilité. Tu sais, il y a d'autres vraiment choses. toutes sortes. Il y a l'échangisme qui est une possibilité. Mais ça dépend vraiment du caractère des gens et jusqu'où les gens sont prêts à aller. Et je ne sais pas comment réagir à ça, Pierre. Je ne sais pas si vous avez des exemples de ça, mais si oui, est-ce que ça a marché? Est-ce que un commentaire? C'est parce que à partir du moment où on introduit une autre personne dans le couple pour être capable de compenser un manque, il y a une partie qui est un petit peu dérangeante dans le sens que c'est la confirmation que l'homme n'est plus bon sexuellement. Ouais. OK? Et ça peut être intéressant à court terme, à moyen et long terme, ça peut nuire. Et ça amène aussi l'idée, le concept de la sexualité récréative plutôt que la sexualité comme faisant partie intégrante d'un couple aimant. La sexualité, oui. Plus récréative pour le sport de la sexualité qui n'est pas connecté. Tu peux avoir un amant, si tu veux avoir quelqu'un avec qui avoir une bonne baise parce que moi, je ne peux pas te la donner, bien va là et ça devient, il sert une fonction, mais l'attachement émotionnel, la pulsion d'amour ne sera pas forcément là. On sera nécessairement dans aussi la pratique, comment dire, de performance. Tu sais, il peut y avoir ça, mais il y a aussi le fait que ça peut fonctionner pour certains couples, mais il y a un risque. Ouais. OK? Il faut quand même être capable de voir les risques inhérents à la pratique. L'animal humain a la fâcheuse habitude de s'attacher aux gens avec qui il y a des orgasmes. OK? Malheureusement, on est fait comme ça. C'est la raison pour laquelle que les amis santé, là, OK? C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il y a toujours un des deux qui se sent lésé parce qu'il s'est attaché. À chaque fois qu'on a un orgasme, on a un rush de cytocine dans notre cerveau, et ça, c'est l'hormone de l'attachement. Donc, la personne avec qui on est quand on a un orgasme, à la longue, on s'attache. L'idée d'avoir quelqu'un, entre guillemets, on the side, pour être capable d'assouvir certains besoins, bien, à chaque fois qu'on a un orgasme avec, il se développe un attachement. Intéressant. Mais moi, je voulais tout simplement ici voir, tu sais, on dit en anglais touch all bases, tu sais, je voulais vraiment qu'on fasse le tour de la question pour voir si dans ces possibles-là qu'il y avait des solutions, mais tu sais, ça devient tellement hyper personnel que j'aurais peut-être pas dû poser la question, mais je préfère l'avoir fait. Non, mais de toute façon, il y a autant de solutions, je crois, qu'il y a de couples. Là. Il y a on a beau amener la notion d'avoir un partenaire d'extra pour certains besoins. Il y a probablement que la majorité des couples, ça ne fonctionnerait pas, mais il y en a peut-être quelques-uns que ça fonctionnerait. Ça dépend c'est quoi leur relation entre eux, ça dépend c'est quoi leur relation à la sexualité, ça dépend c'est quoi leur historique. Il y a autant de sexualités différentes qu'il y a de gens. Oh, mais il y a les valeurs du couple aussi, je pense, là-dedans. Ben, c'est ça. Exact. Les valeurs du couple, puis il y a aussi le respect là-dedans qui est très important, je pense. Là. Une baise pour une baise, c'est beau, là, mais les valeurs du couple, en prend une méchante claque après ça. Là. Mais de toute façon, je ne crois pas qu'un couple à la base monogame, fidèle et que c'est ça leur valeur, va être capable de s'improviser couple ouvert. Ah non. Non. Ça demande un ajustement et de la part des deux. Ouais. Alors, Marie-Christine, est-ce qu'on passe à une autre question? Oui. Quels sont les mots à dire pour établir vraiment un climat de confiance avec mon conjoint? Je pense que c'est toute la notion
comment établir finalement une nouvelle sexualité. Ça, c'est une première question. Et puis, j'en ai une deuxième qui vient d'un homme qui dit comment faites-vous les femmes finalement pour être avec nous alors que on n'est pas capable d'être là pour vous ou de vous satisfaire. Là. Alors, ce sont les deux pans de questions là, qui vont fermer le webinaire. Bon. Alors, Pierre, est-ce qu'on a une réponse à cela? Je trouve la dernière question particulièrement triste. Oui. Oui. Dans le sens où c'est comme la difficulté à être capable de se concevoir comme étant plus qu'une simple érection. On a tellement plus à offrir que juste une érection et une pénétration. Comment je pourrais dire? Les travails qu'on finit avec ça, juste donner un petit exemple. La partie du cerveau qui est allumée pendant qu'un homme est excité sexuellement, c'est la partie du cerveau qui processe l'information qu'il voit. OK? C'est l'information qui rentre par ses yeux. La partie du cerveau qui est allumée quand une femme est excitée sexuellement, c'est la partie du cerveau qui processe l'information qu'elle entend. Les hommes sont excités parce qu'ils voient, les femmes sont excitées parce qu'elles entendent. Un homme peut séduire une femme en lui parlant. Il est plus que simplement ce qu'il montre ou ce qu'il peut produire ou ce qu'il peut donner en touchant ou en pénétrant. L'art de séduire, l'art de se rapprocher d'une femme, ça se fait en parlant. Et tous les crooners vous l'auraient dit il y a 50 ans. Frank Sinatra l'a déjà dit, je pense. OK? Parce qu'à ce niveau-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que de se croire fini simplement parce qu'il n'est pas capable d'avoir d'érection, il est encore capable de séduire. Peut-être qu'il ne va pas lui donner un orgasme the old-fashioned way, mais il est encore très utile. Alors, ce que tu dis, c'est que c'est stimulant pour une femme d'entendre un homme lui parler. Ben oui. Eh oui. Oui, j'aurais tellement aimé savoir cette information-là quand j'étais plus jeune, moi, quand j'étais au secondaire, au cégep. Et malheureusement... Ce que tu dis, Pierre, finalement, c'est que finalement, c'est positif, là, ça oui, dont on parle. Ben oui. Bon, OK, c'est bon. Ouais. Je vais me mettre sur mute puis je vais te laisser aller. ben oui, c'est positif, ça. C'est juste que malheureusement, moi, je l'ai appris, ça faisait déjà 10 ans que j'étais marié. Mais trop tard. Ben non, c'était pas trop tard, c'était quand même utile à ce moment-là. Mais la réputation des hommes au Québec sont considérés comme des gens qui sont silencieux. Et ça aide pas, tu sais. Ça aide pas et je vous dirais que de par ma pratique professionnelle, c'est ce que j'entends le plus comme plainte des femmes européennes qui viennent vivre ici. Comme on n'est pas des grands dragueurs non plus, comme en Europe, je veux dire, c'est une différence de culture. Là-bas, tout le monde drague, ou à peu près. Et la plupart des gens ont, un jour ou l'autre, dans leur relation, une maîtresse ou un amant. Tu sais, ça, c'est une réalité culturelle à laquelle on n'est pas encore confronté ici. Mais ça va encore traverser l'Amérique, je pense. Peut-être un peu, mais pas tant que ça. On n'est pas encore confronté ou on ne l'est plus, ça je ne sais pas. À chaque continent, ses attributs, là. On va les laisser être ce qu'ils sont. Mais à ce niveau-là, c'est clair que l'homme québécois, l'homo québécus est plus discret et plus insécure dans son approche aux femmes. Voilà. Et particulièrement dans les conditions actuelles où on vient d'élire beaucoup de femmes au Parlement, dans les mairies. Les femmes semblent avoir le vent dans les voiles, comme disait Serge un peu plus tôt. C'est un peu comme ça. Donc, il y a une
il y a une réalité, il y a un renouvellement de paradigmes qui font que les femmes sont beaucoup plus assumées qu'elles ne l'étaient. Donc, on compte et à procure, en tout cas, moi, quand je donne des conférences ou autres, quand je rencontre des gens pour en parler, je tiens compte de ça, qu'il est aussi important de donner toute l'information qu'on diffuse aux hommes en général, no holds barred, et c'est comme ça qu'on va arriver à un moment donné à peut-être à cesser de dire, ah, les hommes et les femmes, etc. On va être unis dans une espèce de renouveau, si on veut, sur ce plan-là. Du moins, c'est ce que personnellement je souhaite. Là. De toute façon, c'est le but. Le but, c'est surtout dans ce qui a trait au moment post-diagnostic, post-traitement, c'est d'être unis, d'être une équipe. À partir du moment où vous avancez dans ça en équipe, vous êtes toutes les deux égales dans vos besoins. Peut-être pas égales dans vos capacités, mais vous êtes toutes les deux égales dans vos besoins. Et à partir de ce moment-là, vous avez toutes les deux l'épaule à la roue. Et c'est comme ça qu'on s'adapte. Est-ce qu'on a un petit peu plus de temps? Oui, excuse-moi, vas-y, Serge. Et pour ce que vous disiez, Pierre, oui, on est une équipe parce que Nathalie, depuis, ça fait 8 ans qu'elle est avec moi, elle m'a accompagné dans tous mes traitements, à tous mes rendez-vous, même à mes prises de sang. C'est fantastique, là. Tu ne peux pas être mieux accompagné que ça, là. Mais tu sais, une équipe, c'est une grande équipe, ça. C'est dans tout, là. C'est dans une équipe. Ouais, vous êtes un exemple, Nathalie. Vous êtes carrément un exemple à suivre. Et je pense que c'est la même chose pour Marie, tu sais. Mais il faut dire que vous avez ça dans l'ADN aussi. Tu sais, vous êtes des infirmières. C'est la même chose pour Marie. Marie-Christine, c'est une infirmière, elle aide les gens. Et c'est formidable que vous puissiez le faire. Moi, mon souhait ultime, c'est que toutes les femmes apprennent de cette rencontre ce soir et qu'on ouvre la machine, qu'on se parle et qu'on communique. L'essentiel, je crois que c'est ça la communication. Si on réussit à se parler et à s'entendre, ben, il y a déjà un grand bout de fait. N'est-ce pas, Pierre? Oh oui! Oui, et ça, à ce niveau-là, et deux, tu sens, parce qu'il y a une chose que je trouve important de dire pour l'autre monsieur qui a posé la question en disant que je vous admire, mesdames, comment vous faites alors qu'on est fini, là. Je crois que le meilleur exemple pour démontrer qu'un homme qui a un cancer de la prostate n'est pas un homme fini qui n'a rien à offrir, c'est de regarder Serge. Oui, je ne sais pas, le monsieur, c'est vrai, M. Goujon, vous disiez c'est triste sa question, c'est épouvantablement triste, lui. Je ne sais pas s'il y a un cancer de la prostate, mais s'il pose la question, c'est parce que sa femme, ou il s'est fait flusher, ou sa femme n'est pas capable de dealer avec ça. Ou moi, je pense qu'il peut faire de la thérapie, là. Une bonne thérapie, ça fait du bien. Un bon sexologue, là. Peut-être. Sexologue, psychothérapeute, psychologue, n'importe quoi. Le problème ne se situe pas au niveau de la capacité érectile, se situe probablement plus au niveau de l'estime de soi. Exactement. Exactement. Si tu n'en as pas, ben, tu vas poser des questions comme ça, je pense. Et pas que ça, si elle était fragile avant le cancer, elle ne va pas devenir plus forte au travers du processus. Ça, c'est le bout où on a à le travailler. Ça devient un geste conscient. Tout à fait. Exactement. Alors, la recommandation, messieurs, c'est parler à votre femme, parler à votre partenaire. Et ça va être le début de quelque chose qui peut déboucher sur plus d'amour, plus de plaisir et plus de vérité. Tout à fait. Il y avait, et dédramatiser les limitations. Oui. Puis Marie-Christine disait tantôt aussi qu'il y avait une femme qui demandait, mais c'est quoi les mots pour le dire? Quels mots on utilise? Hein? C'était la première partie de ces questions. C'est important pour que les femmes aussi soient capables d'amener ce sujet-là avec leur homme, dans le fond, parce que c'est délicat des fois quand on n'est pas habitué. Donc, tu sais, je pense qu'on on a vu avec Nathalie là, comment elle a abordé la question tout de suite, puis il y a eu cette ouverture-là. Mais quelqu'un qui est moins habitué, ça pourrait être de voir aussi comment on peut, comment on exprime notre amour dans un couple. Ça peut se discuter comme ça aussi. Ça passe des fois par
une sexualité génitale, mais c'est pas nécessairement ça, hein? Fait que, tu sais, là, fait que je pense que c'est l'expression de l'amour. C'est ça, je pense qu'on peut l'aborder de cette façon-là aussi. Je ne sais pas si ça... Parce que pour les femmes aussi, c'est pas facile d'amener cette question-là quand on passe dans cette période de transition-là, tu sais, entre la personne aidante puis la personne, tu sais, l'épouse, là, si on peut dire, hein? Mais c'est ça. Fait que je voulais juste qu'on s'assure qu'on dise ça clairement pour les femmes qui nous écoutent, hein, qui disent, bien, comment j'amène ça à mon chéri, là, je ne sais pas comment y dire, mais je pense que ça peut être une façon de l'amener aussi dans l'expression de l'amour, tu sais. Avec une Ben, moi, je trouve aussi que Serge et Nathalie, là, vous êtes tellement un bel exemple là, de cette ouverture-là, puis de, tu sais, en tout cas, moi, je ne vous connaissais pas avant, là, mais ça m'a fait plaisir de vous connaître à travers ça. Vous êtes vraiment un bel exemple. Ouais. Avec une boîte de chocolat en plus. Elle est où la boîte de chocolat? Je ne l'ai pas eue, moi. Elle est virtuelle. Ah, OK, d'accord. Marie-Christine, est-ce qu'on ferme les propos? Ah, Marie-Christine est partie en vacances. Non, je suis toujours là. Vous êtes vraiment gentil. Oui, on a eu une question. C'est une femme qui dit que son conjoint va avoir incessamment là, une chirurgie radicale. Et puis, elle est parfaitement consciente, là, évidemment, là, qu'il va probablement y avoir une réhabilitation pénienne. Et puis, sa question, avec quand même un sens de l'humour très cute, elle a dit, écoute, il va falloir que je travaille avec lui, mais est-ce que je peux utiliser des objets qui pourraient être l'extension de ma main qui ferait en sorte que je ne serais pas obligée peut-être d'être là tout le temps pour lui, puis qu'en même temps, il prenne confiance en lui. En d'autres mots, c'était est-ce qu'il pourrait utiliser une pompe pénienne à défaut de ma main pour sa réhabilitation? Est-ce que les jouets peuvent jouer un rôle important? C'était ça, sa question. Pierre, est-ce qu'on peut... Mais ça revient un petit peu à ce qui a été dit tantôt. Effectivement, les jouets ne sont pas forcément un problème à partir du moment où on est à l'aise avec. Oui. Il est certain que s'il y a une gêne ou un malaise par rapport aux jouets, je crois que la pompe pénienne risque d'être encore plus gênante. Parce que ce n'est pas forcément évident les premiers temps qu'on s'en sert. Après ça, à partir du moment où on a réussi à rentrer ça dans le jeu sexuel et qu'on a réussi à érotiser tout le processus, ça devient facile. Le plus difficile, c'est la première demi-douzaine de fois où on prend le temps de vraiment érotiser la chose. Mais les jouets, c'est zéro problème. Là. À ce niveau-là, ça peut... Mais il faut s'assurer, il ne faut pas se fier que sur le jouet, dans le sens que le jouet entre en jeu seulement au moment où il y aurait, mettons, pénétration. Tout le reste, le jouet n'est pas là, il est à côté, il peut attendre. Là. Mm-hmm. Tous les moments où le couple est un couple et fait ce qu'un couple fait dans sa sexualité, peu importe c'est quoi qu'ils aiment, ils font le jouet, il est là simplement pour être capable de compenser le manque d'érection. C'est tout. C'est juste ça. À partir de ce moment-là, ça reste une relation sexuelle dite normale. Mais il y a peut-être des surprises qui peuvent, à un moment donné, apparaître. Là. C'est très fort, à un moment donné, le désir. Puis le désir, quand il y a un relâchement complet, quand on est totalement dans le moment présent, des fois, ça peut faire des petits miracles. Puis à un moment donné, l'imagination entre en ligne de compte aussi. Hein. On s'imagine, même si on ne pénètre pas, qu'il y a une érotisation définitive qui est possible. Là. Ça, c'est clair. En fait, c'est le but ultime. Là. C'est le but ultime, c'est être capable de se rendre là. Bon, ouais. On s'entend, là, ça serait utopique de croire que c'est comme ça à chaque fois. Mais occasionnellement, il y a ces moments bénis-là, il faut les prendre quand ils passent. C'est peut-être avec la Lune. Peut-être. Peut-être. La Lune peut aider.
Une théorie, ça. Je blague. Non, Ça ou les aurores boréales, on ne sait jamais. c'est ça. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de démystifier tout ce processus, de faire en sorte qu'on puisse en parler librement, qu'on ne se sente pas gêné ou amoindri par le fait d'en parler. Il y a des gens qui sont encore aux prises avec ces espèces de tabous-là. Et le fait d'en parler ouvertement comme vous l'avez fait, c'est vraiment là, un geste à la fois courageux et en même temps, c'est un espoir fondé qu'il est possible d'avoir une vie sexuelle après une prostatectomie radicale, si on veut. Avec un peu de patience. Et à quelque part, être capable de dédramatiser les limites. Je crois que c'est ça le bout qui est le plus important. Dédramatiser les limites et ultimement être capable de normaliser les moyens utilisés pour compenser. Et après ça, ça redevient une sexualité normale dans le sens où c'est notre sexualité normale à nous. Voilà. On s'approprie notre propre sexualité. Voilà. Marie-Christine? Est-ce que l'on peut... moi, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense que tous les participants là, vont devoir absorber ce webinaire parce que ça commande une certaine réflexion. Il y a beaucoup de messages qu'on a passés, beaucoup de choses qui ont été partagées. Et puis, je pense qu'on est rendu à la conclusion. Alors, je vais te laisser conclure. D'accord. Mais c'est un excellent webinaire. On remercie évidemment tous les participants, mais je vais te laisser le faire. Absolument. Mais ce que je te dis, c'est que il y a une réflexion à faire. Puis, il y a beaucoup de tabous, puis il faut mettre les tabous de côté. Ça, je pense que c'est important. Et puis, on a encore un petit peu de chemin à faire pour tout dire, Winston. Merci beaucoup, Marie-Claire. Oui, Marie-Claire. Marie-Christine. Merci beaucoup, Marie-Claire, d'avoir participé et d'avoir été aussi ouverte, aussi encourageante en même temps. Merci beaucoup. Pierre, merci. De toute évidence, tu as répondu à des questions qui sont délicates, des questions qui doivent être posées. Et tu as fait ça avec flegme, un brin d'humour, et c'était très agréable. Et vous deux, vous êtes un exemple à suivre, Serge et Marie. Vous avez été, oui, vous avez été des champions. Champions. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir. Un grand plaisir. À bientôt. Moi, j'invite les gens à nous revenir pour le prochain webinaire qui aura lieu le 2 décembre à 19h30. C'est de 19h30 à 20h30, lors duquel nous aborderons le cancer avancé et comment on le traite avec l'urologue oncologue Patrick Richard du CHU de Sherbrooke. Alors, soyez des nôtres, consultez le site procure.ca pour rester à l'affût. N'oubliez pas de prendre vos nœuds papillons, comme le portent si bien Serge et Pierre. Et ben voilà, tout le monde a son nœud papillon. Pour la forme, là, je dois avouer que c'est le premier nœud papillon que je porte depuis Noël 1974. J'espère que vous allez garder ça comme un exemple à suivre, Pierre. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Plaisir. Ici Winston McQuaid pour Procure en parle. Merci pour votre participation. Et je vous dis tout simplement à la prochaine.